Bonjour, alors on va faire maintenant le chapitre 2 sur la dynamique. Donc, dans ce chapitre-là, on parle des forces, on parle des causes du mouvement. Si vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, en cinématique, on ne faisait que faire une description du mouvement, mais on ne s'intéressait pas, par exemple, à, ok, un boulet de canon sort, mais à une certaine vitesse, puis ok, il va atteindre un certain endroit après un certain temps. Ça, c'est la cinématique. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que le boulet de canon a cette vitesse-là à la sortie du canon? Comment on peut savoir la force qui va être exercée sur le boulet de canon pour lui donner une accélération? Donc, la dynamique, c'est l'étude des causes du mouvement, si on veut. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Première section, on va parler des lois du mouvement de Newton. Isaac Newton là, a fait 3 lois fondamentales de la mécanique classique. Et on va les voir, on va les aborder pour la première fois dans cette section-là. Donc, dans le chapitre 2, on va parler de la dynamique qui s'intéresse aux causes du mouvement. Les causes du mouvement, ce sont en fait les forces. Une force a une grandeur et une orientation. Donc, c'est un vecteur. Donc, on se rappelle, un vecteur, ça veut simplement dire une grandeur orientée. C'est-à-dire une grandeur qui possède une orientation. Comme une force, elle a une certaine orientation, donc c'est représenté mathématiquement par un vecteur. La masse d'un objet. Okay, ça, c'est un concept central aussi en dynamique, c'est la masse. C'est une mesure de son inertie. L'inertie, en fait, c'est la difficulté à mettre un objet en mouvement. Okay? Donc, plus un objet est massif, plus vous aurez la difficulté à le mettre en mouvement. Et à l'inverse aussi, c'est la difficulté à arrêter un objet qui est déjà en mouvement. Autrement dit, plus un objet est massif, plus il est dur de modifier sa vitesse. Plus il est dur de mettre en mouvement ou plus il est dur d'arrêter s'il est en mouvement. La masse, une façon simple de le voir, c'est imaginer un chariot d'épicerie très pesant avec énormément d'articles à l'intérieur. Donc ça va être un objet très massif, beaucoup d'inertie. Ce qui veut dire que vous allez avoir de la difficulté à le mettre en mouvement. Donc si vous le poussez, vous allez sentir qu'il y a une résistance. Et c'est cette résistance-là qu'on appelle l'inertie. Et à l'inverse, s'il est en mouvement, ben, vous allez sentir que pour l'arrêter, il va falloir exercer une force significative aussi. Donc encore une fois, il a une inertie, elle a un élan qui est assez important et pour vaincre ça, il faut vaincre l'inertie. Donc l'inertie, c'est le fait qu'un objet, c'est mesuré par la masse de l'objet, c'est la difficulté de le mettre en mouvement ou la difficulté d'arrêter son mouvement. C'est différent du poids, on y reviendra. La première loi de Newton, commençons avec le commencement. Première loi, si aucune force résultante n'agit sur un corps, celui-ci n'aura aucune accélération. Donc, s'il bouge déjà, il continuera de se déplacer à vitesse constante. Et s'il est immobile, il restera immobile, au repos. Donc, ça, c'est quand même assez intuitif. Imaginez que vous avez un panier d'épicerie devant vous et il est là, il est immobile. Ben, il n'y a aucune force résultante qui s'agit sur lui. Donc, le poids s'annule avec la force la force qui exerce le plancher pour le retenir. Les deux forces s'annulent, donc la force résultante sur le panier d'épicerie est nulle. Donc, il n'y a pas d'accélération. Vu qu'il est immobile, il va demeurer immobile. Par contre, si votre panier d'épicerie, si vous lui donnez une petite poussée, à ce moment-là, bon, vous lui donnez une petite force résultante. Mais à partir du moment que vous donnez juste une petite poussée, puis après ça, vous le lâchez,
ben le panier d'épicerie va continuer. Il va continuer parce qu'il a un élan jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui l'arrête. Comprenez? Donc c'est ça l'inertie. Donc c'est ça que dit la première loi de Newton. C'est que une fois que vous lâchez votre panier, vous lui donnez une petite poussée puis vous le lâchez, ben il va continuer et même s'il n'y a aucune force résultante qui agit sur lui. Okay? Juste à cause de son élan, à cause de l'inertie qu'il a. La deuxième loi de Newton est extrêmement importante. Elle dit si une force résultante non nulle agit sur un corps, donc là c'est comme ça vient compléter la première. Parce que la première, elle fait juste dire qu'est-ce qui se passe si on a une force résultante nulle. Aucune force résultante. Mais la deuxième loi de Newton, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une force résultante non nulle. Okay? Donc elle vient couvrir finalement l'autre cas de figure. Si on a une force résultante non nulle, l'objet subira une accélération. Okay? C'est ça que dit la loi, fondamentalement. Donc si vous avez votre panier d'épicerie qui est immobile devant vous et que vous voulez pousser, donc vous allez exercer sur lui une force résultante non nulle. Cela va lui donner une accélération. Donc il va passer de l'état de repos et pour gagner une certaine vitesse. Donc il va gagner une accélération. Plus la force résultante est grande, donc plus vous lui donnez une poussée importante, plus l'accélération va être élevée. Ce qui est assez intuitif. Plus vous poussez fort, plus il va accélérer vite. Plus la masse de l'objet est grande, plus l'accélération sera faible. Okay? Donc, autrement dit, pour la même force, plus il y a de l'inertie, plus c'est dur à accélérer. Donc, prenez deux cas de figure. Prenez un panier d'épicerie vide et prenez un panier d'épicerie ultra plein devant vous. Okay? Imaginez-vous ça. Imaginez que vous poussez avec la même force, mettons avec juste un doigt, là, mettons juste votre index, vous poussez sur celui qui est vide, puis vous poussez sur celui qui est très lourd. Est-ce que les deux vont avoir la même accélération? Évidemment non. Celui qui est léger, celui qui a une faible masse, celui qui est vide, va accélérer beaucoup plus que celui qui est lourd. C'est ça que dit la deuxième loi de Newton fondamentalement. C'est assez intuitif. Mais elle va plus loin que ça. Elle va définir mathématiquement qu'est-ce qu'une force. Donc, ce qu'elle dit, la deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des forces qui est exercée sur un objet va être égale à la masse de l'objet fois l'accélération qu'il va subir. Ceci est la représentation, la forme vectorielle de la deuxième loi de Newton, qui est très élégante, mais peu utile directement. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais directement cette équation-là dans les solutions. On va plutôt décomposer cette équation-là dans les axes x et y pour avoir les deux formes suivantes, les deux équations suivantes. Somme des forces en x égale masse fois l'accélération en x, et la somme des forces en y égale à la masse fois l'accélération en y. Ça, c'est la forme utilisable vraiment de la deuxième loi de Newton. Donc, c'est vraiment toujours celle-ci qu'on va utiliser pour résoudre les exercices. Ceci, en fait, est tout à fait élégant, puisque en fait, ça résume les deux équations en une seule équation. On pourrait le voir comme ça. Mais on n'utilise pas directement celle-là. J'insiste quand même parce que c'est une erreur que plusieurs étudiants font, c'est d'oublier qu'il faut justement considérer les x et les y séparément. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la forme en x et en y. Donc, deuxième loi de Newton, elle dit plus la masse qu'on a à déplacer est grande, donc en l'occurrence ici la masse de l'éléphant, plus il faut fournir une grande force pour obtenir une certaine accélération. C'est assez intuitif. Donc ici, il faut que la personne fournisse une assez grande force pour réussir à avoir une accélération satisfaisante, à cause qu'il y a une grande masse. Quiz. Cet avion vole à vitesse constante. Okay? Donc la vitesse ici est constante. Donc cruise control. Okay? Ça va à vitesse constante. Quelle force est la plus grande entre la poussée des moteurs qui est vers l'avant, et la résistance de l'air?
la résistance de l'air, bien sûr, qui résiste au mouvement, donc vers l'arrière. Laquelle des deux forces est la plus élevée entre la résistance de l'air et la poussée des moteurs? Alors, je vous laisse 2 secondes pour y penser. Alors, vous allez dire... Alors, il y a 3 réponses possibles. Soit vous allez me dire la poussée des moteurs est plus forte, soit vous allez me dire la résistance de l'air est plus forte, ou soit vous allez me dire les deux sont égales. Il faut bien justifier. Alors, la réponse ici, c'est les deux sont égales. Donc ici, la résistance de l'air est égale à la poussée du moteur. Pourquoi? Simplement parce que l'avion va à vitesse constante. Okay. Donc, le piège ici, c'est de penser la poussée des moteurs est plus forte parce que il faut avoir un mouvement vers la droite. Donc, il faut que la force qui tire l'avion vers la droite doit être plus forte que la force qui empêche le mouvement. Faux. Faux, parce que la vitesse est constante. Donc, vu que la vitesse est constante, dans le fond, c'est une application de la première loi de Newton que je suis en train de dire. Dans le fond, on est dans une situation où on n'a aucune accélération. Êtes-vous d'accord? On n'a aucune accélération. La vitesse est constante. La vitesse est constante. Donc, on n'a aucune accélération. C'est exactement dans cette situation qu'on a. Quand on n'a aucune accélération, c'est qu'il n'y a aucune force résultante. Donc, on est dans une situation où il n'y a aucune force résultante. Donc, les deux forces sont d'égale grandeur, en fait. Si la poussée des moteurs était plus élevée, mettons que la poussée des moteurs, je vais la représenter avec une plus grande flèche pour qu'on comprenne qu'ici, la poussée des moteurs est plus élevée que la résistance de l'air. Dans ce cas-ci, il y aurait une accélération. Dans ce cas-ci, il y aurait une accélération vers l'avant. Donc, l'avion accélérerait vers l'avant. Donc, pour qu'un avion accélère, il faut que la poussée des moteurs soit plus forte que la résistance qu'elle subit. À l'inverse, si on va effacer tout ça, mettons que ça, c'est la poussée des moteurs. Et ça, c'est la résistance de l'air. Et bien là, vous allez dire, ça ne fonctionne pas, ça se peut pas, là, parce que l'avion, elle va vers la droite. Oui, ça se peut. C'est juste que, vu que la résistance de l'air est plus grande que la poussée des moteurs, ça va faire en sorte que l'accélération va être vers l'arrière. Okay? L'accélération va être vers l'arrière. Mais, dans le fond, l'accélération va être vers l'arrière, mais la vitesse, elle, est vers la droite. Bien sûr, elle est vers l'avant. L'avion ne recule pas dans les airs, l'avion va toujours vers l'avant. Mais, donc, si on a une vitesse vers la droite et une accélération vers la gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux sont en sens inverse, donc on a une décélération. Donc, si la poussée des moteurs est plus faible que la résistance de l'air, on va avoir une décélération. Puisque l'accélération va être vers l'arrière, la vitesse va être vers l'avant, donc les deux sont en sens inverse, donc on a une décélération. Si la poussée des moteurs est plus forte, on va avoir une accélération, et si les deux sont égales, on va avoir un mouvement à vitesse constante. Donc faites attention à ça. On n'a pas besoin d'avoir une force résultante vers l'avant pour avancer. On a besoin d'avoir une force vers l'avant pour accélérer vers l'avant. C'est très différent. Donc, autre exemple, regardons la fillette ici. Si la poussée qu'elle exerce sur le bloc est aussi grande que la force de frottement, donc ici on a une force appliquée de 75 Newton, et supposons que la force de frottement est aussi 75 Newton, eh bien la vitesse va être constante. Puis la force résultante va être nulle. Donc, voici justement Isaac Newton, évidemment un scientifique, bon, il est
dans les années 1600-1700. Vraiment un scientifique extrêmement important en physique, là, clairement. Là. C'était vraiment le fondateur de la mécanique classique et c'est justement c'est le fondateur de la science qu'on étudie dans ce cours-ci, la mécanique classique. Il y a une citation de Newton que j'adore, c'est dit si j'ai pu voir plus loin que d'autres scientifiques, c'est parce que j'étais assis sur des épaules de géants. J'adore cette citation-là parce que ça montre à quel point le fait de voir plus loin, c'est pas juste parce que c'est un génie puis c'est juste des génies qui peuvent faire ça, mais c'est aussi parce que il s'est basé sur tout ce qui est venu avant lui et tout ça a pu mener à ce que lui a fait. Donc ça, c'est très important de ne jamais oublier le travail de tous les prédécesseurs qui ont été là avant nous.